Voilà, ils sont tous en train de se connecter. Très Je bien. pense que ça a commencé. Est-ce qu'on voit si les gens se... Je propose qu'on attende quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur les arrivées. Peut-être que Marie, on va commencer. On n'a pas un retour caméra comme dans la publicité ou dans les films au sujet des gens qui sont connectés, mais notre micro, Mélanie, nous dit qu'il y a déjà 170 participants qui sont connectés. Donc, commençons gentiment et doucement. Je prends la parole juste pour introduire. Donc, on intervient aujourd'hui au nom et au titre de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, donc le CNCPI, qui a créé une commission procédures amiables au mois de janvier, que je co-préside. Je suis Katia Pouilly et que je co-préside avec Jean-Marc Coquel, également conseiller en propriété industrielle et médiateur. Et Marie a la gentillesse de nous présenter aujourd'hui euh, les grandes tendances, les grandes valeurs, les grands intérêts de la médiation sous ce format-là. Donc, on n'a pas du tout de retour. Vous pouvez poser des questions sur le chat et moi, j'y répondrai pendant que Marie éventuellement déroulera la présentation. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître au plus grand nombre ce à quoi correspond la médiation, quel est son intérêt, ses avantages. On n'y trouve, nous, pas encore beaucoup d'inconvénients, mais en tout cas, voilà, que la bonne parole soit portée. Et surtout qu'on identifie bien les conseils en propriété industrielle, aussi bien juristes de formation qu'ingénieurs, aussi bien en qualité de médiateur qu'en qualité de conseil auprès des clients, qu'on appelle les médiés, qui pourraient participer à ce processus. Voilà pour la présentation très succincte que je voulais faire. Marie, peut-être que tu te présentes un petit peu également avant de dérouler. Oui, de manière, merci Katia, de manière très succincte également. Je suis Marie Puzel, je suis conseil en propriété industrielle Marc et je me suis formée à la médiation il y a quelques années de ça, ce qui me permet de pratiquer la médiation conventionnelle et plus récemment la médiation judiciaire puisque je suis inscrite sur la liste des médiateurs près la Cour d'appel de Paris. Et donc je vais avoir le plaisir de vous présenter les premiers éléments relatifs à la médiation. Donc évidemment, le webinaire a un format court pour avoir la possibilité de présenter les premiers éléments. Ça ne remplace absolument pas une formation à la médiation et le cas échéant, si certains d'entre vous étaient intéressés à se former plus sérieusement sur ce sujet, on pourra éventuellement discuter des différentes possibilités de formation qui existent. Alors, je vais me permettre de partager mon écran.
pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Est-ce que peut-être, Katia, tu pourras me dire quand c'est visible? Tout à fait visible. C'est visible, c'est parfait. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, cette approche de la médiation. Alors, de manière assez simple, on va tout d'abord essayer de dresser un très rapide panorama des modes alternatifs de règlement des différends, hein, donc autrement appelés MARD, en matière de propriété intellectuelle, mais aussi dans d'autres domaines. On examinera ensuite ensemble qu'est-ce que la médiation. Donc là, ça sera vraiment, je pense, le cœur du sujet pour chacun d'entre vous. Et puis, on examinera également les différentes voies d'accès à la médiation. Et on verra qu'elles sont multiples. S'agissant tout d'abord très rapidement hein, du paysage des modes alternatifs de règlement des différends, eh bien, vous les connaissez tous, je pense. Ces modes alternatifs, c'est d'abord la transaction. Je pense que chacun d'entre vous la pratique régulièrement dans le cadre de sa pratique professionnelle en tant que CPI. Donc, je ne vais pas m'apesantir davantage sur ce sujet. Dans les MARD, on connaît également l'arbitrage, donc que ce soit en matière de nom de domaine, par exemple, ou dans des matières plus larges par le biais d'arbitres professionnels. La conciliation, également, constitue un mode alternatif de règlement. Là, ce sont des conciliateurs qui interviennent et qui ont une fonction un petit peu différente de celle du médiateur, on le verra plus tard. La médiation, bien sûr, qui va principalement nous occuper aujourd'hui, et puis un certain nombre de formules hybrides qui peuvent mélanger un petit peu tous ces aspects et qui peuvent être aussi très intéressantes au cas par cas. Alors, les modes alternatifs de règlement des différends sont multiples, comme on vient de le voir. On peut s'interroger sur leur portée territoriale. Comme vous le savez, ces modes alternatifs peuvent prendre place dans le cadre de litiges de différents, en tout cas internes, de différents nationaux, en matière de propriété industrielle notamment. Ils peuvent également s'avérer extrêmement utiles en matière de droit international, puisque, je me doute que vous savez tout ça par cœur, il est parfois très difficile de résoudre des problèmes lorsqu'ils impliquent plusieurs sociétés, personnes de nationalités différentes et que sont confrontés différents systèmes judiciaires, différentes juridictions, différentes lois évidemment, et peut-être aussi des compétences juridictionnelles distinctes. Dans ce cadre-là, le mode alternatif va constituer un atout supplémentaire puisque finalement, il va permettre de surmonter ces différences pour aboutir à une solution. Et c'est tout à fait le cas de la médiation. Les organisations internationales, d'ailleurs, ont bien compris les intérêts des modes alternatifs. Elles s'en sont saisies, que ce soit, par exemple, à l'OMPI, où il existe une liste de médiateurs agréés, si je puis dire, dans laquelle chacun d'entre vous peut piocher des noms, des noms, pour pouvoir réaliser une médiation auprès de leurs clients. Que ce soit également auprès de l'Office européen des marques, qui dispose en son sein d'un pool de médiateurs. Donc cette médiation, elle peut être proposée pour l'instant uniquement au stade du recours, hein, que ce soit en matière d'opposition, de nullité, mais effectivement, la solution existe et est tout à fait active. Et puis également, vous le savez, auprès de la JUB, puisqu'il y a une instance qui est prévue par les textes, une instance de médiation qui est prévue. Alors, pour rentrer vraiment sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, la médiation, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce qu'on peut envisager de recourir à la médiation. Tout simplement parce que la solution judiciaire n'apparaît pas systématiquement adaptée à la situation que nous rencontrons, en raison de la longueur du processus judiciaire parfois, de son coût, évidemment, de l'aléa judiciaire qui, en tant que praticien, peut parfois nous faire un petit peu tourner en bourrique, de la mauvaise publicité que un procès peut générer pour une et ou les deux parties en cause, et puis parce que, point très important de la médiation, la décision judiciaire ne va pas systématiquement permettre d'éteindre le conflit.
Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant, puisqu'effectivement, une décision est rendue et en principe, elle va trancher le litige. Pour autant, le conflit, hein, qui est sous-jacent finalement au litige, lui ne va pas être éteint. Et il ne va pas être éteint parce que, on le sait bien, je pense, quand on a contact avec nos clients, comme nous l'avons très régulièrement, on sait bien que la plupart des conflits, ou un certain nombre d'entre eux en tout cas, reposent sur une part d'irrationnel qui est assez importante, qui est évidemment variable selon les litiges, mais en tout état de cause, cette part d'irrationnel, elle ne sera pas traitée par le procès. Donc pour se figurer un petit peu le paysage d'un conflit, on pourrait imaginer un iceberg. Dans sa partie émergée, on retrouverait les faits, tels qu'ils sont en tout cas perçus par chacune des parties, les positions de chacun, et puis évidemment les lois applicables. En revanche, toute la partie immergée de l'iceberg va comprendre un certain nombre d'éléments qui va être propre à chacun et qui va dépendre des litiges, évidemment, mais on peut penser à des préoccupations, des malentendus, des perceptions différentes. Et si on continue à descendre dans l'iceberg, on peut penser à des émotions, des craintes, des intérêts et je dirais le pire de tout, des valeurs différentes. Lorsque nous avons des personnes qui ont des valeurs opposées, que ce soit d'ailleurs d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, on sait que le conflit peut être particulièrement sérieux et certainement, il ne peut certainement pas être réglé par le seul traitement des faits et des positions. Alors, finalement, ce que la médiation se propose de faire, c'est une approche différente. Dans la solution judiciaire, le juge va prendre en compte les faits, tels qu'ils lui sont relatés par les parties, le droit applicable évidemment, et sur cette base, va prendre une décision. Donc la décision, elle est imposée par le juge. Bien souvent, cette décision, elle va acter la fin de la communication entre les parties, parce que c'est une solution imposée de l'extérieur et la communication n'a pas été rétablie en tout état de cause entre les parties avant la décision. Et puis la solution qui est dégagée par le juge, pour parfaitement légale qu'elle soit évidemment, ne va se borner qu'au cadre des demandes qui ont été faites par les parties. Or, on le sait bien, parfois, cette approche est un petit peu trop restrictive pour satisfaire les parties. La médiation, elle, au contraire, se propose de faire rentrer dans un processus collaboratif les parties. Les parties, qui sont figurées ici par les deux flèches du bas, viennent en médiation avec leurs perceptions, mais aussi avec leurs besoins, leurs intérêts et leurs émotions. Ils vont pouvoir échanger de tous ces points par le biais d'un médiateur, enfin par le biais, sous l'auspice, si je puis dire, d'un médiateur qui va essayer de rétablir la communication. Lorsque la communication aura été rétablie, en principe, un grand pas aura déjà été franchi puisque chacune des parties sera plus à même de comprendre l'autre et donc d'essayer d'avancer. Par ailleurs, la médiation va permettre d'élargir les paramètres des solutions possibles. On ne va pas là se cantonner, que ce soit aux demandes ou strictement aux solutions classiques dictées par la loi, mais toutes sortes de solutions sont possibles. Elles n'ont de borne que l'imagination des parties. Et si on aboutit effectivement à une solution agréée par chacune des parties, on a une bonne chance d'avoir un retour à l'ordre sans problème d'exécution particulier. Donc, dans cet aspect-là, la médiation a un certain nombre d'avantages, dirons-nous, par rapport à la solution judiciaire. Alors, on peut se demander dans quel cas le recours à la médiation peut être pertinent. Donc, ça fait exactement miroir avec les difficultés que peut présenter un procès. Évidemment, il va être particulièrement pertinent de recourir à la médiation lorsque le procès s'éternise ou qu'il y a un certain nombre d'incidents, de manœuvres dilatoires de part et d'autre. On multiplie les instances. Là, la situation risque de durer, ce qui n'est profitable à personne.
Autre situation, c'est lorsqu'on souhaite éviter l'aléa judiciaire. On le disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez fréquent dans notre métier. Et il est vrai que la médiation va permettre de résoudre le problème avant d'en arriver à une décision qui ne va satisfaire potentiellement personne. Une autre situation, c'est bien sûr quand les parties ont intérêt à commencer, à poursuivre, à reprendre des relations commerciales continues. C'est tout particulièrement le cas lorsqu'on rentre dans un partenariat, par exemple, ou dans un contrat de licence. Cette relation commerciale peut même d'ailleurs constituer une solution au problème. Il faut également avoir en tête que la médiation est un processus complètement confidentiel. Et ça, c'est un avantage énorme par rapport à la solution judiciaire, puisque bon, on sait que les décisions sont généralement accessibles sur Internet. Là, au contraire, le conflit et la solution pourront rester complètement confidentiels. Et puis, je l'ai préévoqué tout à l'heure, les parties souhaitent envisager des solutions différentes de celles prévues strictement par la loi, des solutions plus créatives qui sont certainement plus adaptées à leurs besoins. Et bien, la médiation peut permettre d'aboutir à ce type de solution. Alors, évidemment, il y a des corollaires à ces situations. Si on économise du temps en général, on économise de l'argent. Donc, le processus de médiation peut être beaucoup plus économique qu'une procédure judiciaire. L'entreprise, évidemment, est moins perturbée puisque le temps de traitement du conflit va être inférieur à celui du temps consacré à un procès. On peut donc avoir une solution plus rapide et que l'entreprise puisse continuer à avancer sur son vrai travail, si je puis dire. Et puis, corollaire de la confidentialité, c'est la préservation de la réputation, ce qui peut être dans certains domaines extrêmement important. Alors, tout ça a l'air merveilleux sur le papier, hein, je n'en doute pas. On peut toutefois se demander si ça marche. Est-ce que la médiation aboutit à un règlement amélioré, si je puis dire, des litiges? Il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de statistiques précises sur les réussites de la médiation, mais des statistiques informelles, notamment celles réalisées par les juges qui confient à des médiateurs la conduite de médiation, estiment qu'on est dans un taux de succès de 50 à 70%. Donc par succès, on entend une solution trouvée et la fin du conflit. Donc ce sont quand même des pourcentages assez élevés. Et je pense que ça peut être une bonne approche que de réfléchir à la médiation au vu de ce taux de succès. Et puis surtout, le taux d'exécution, lui, est très élevé. Il est très élevé puisqu'on estime qu'il est de l'ordre de 95%, et il se fera sans difficulté. Ce qui, là aussi, est un avantage en termes de temps, d'argent aussi, et de réussite globale du processus. Alors, il y a quelques points de vigilance tout de même à avoir par rapport à la médiation. On a vu dans quel cas elle était particulièrement pertinente, mais elle ne pourra pas avoir lieu dans toutes les circonstances. Déjà, si une partie est ostensiblement de mauvaise foi, ça ne fonctionnera pas. Parce que pour qu'une médiation aboutisse favorablement, il faut que chacun ait quand même un minimum envie d'aboutir. Dans le cas contraire, c'est forcément voué à l'échec. Il faut que chacune des parties accepte et entre librement en médiation et reste librement en médiation. Si il y a quelque forme de contrainte que ce soit, on n'arrivera pas à échanger de manière constructive et la médiation sera nécessairement un échec. Élément très important aussi à prendre en considération, c'est les parties qui sont réunies autour de la table de la médiation. S'il y a dans le paysage du conflit et peut-être un tout petit peu en dehors des parties, une personne, une société qui est impliquée d'une manière ou d'une autre au sein du conflit et qui ne participe pas à la médiation, là aussi, les risques d'échec sont importants, puisque finalement, cette partie va influer aussi sur le conflit. Il faut s'assurer en tant que médiateur que le représentant de chacune des parties, celui qui va venir concrètement en médiation, a bien la capacité d'engager
la société qu'ils représentent. Faute de quoi, on peut avancer très loin en médiation, et puis boum, au moment de la signature de l'accord, tout s'écroule puisque le représentant a été au-delà de sa capacité. Et point extrêmement important, la médiation n'a pas vocation à trancher des situations de droit, elle a vocation simplement à trouver une solution. Donc si l'on a besoin en tant que partie, ou si l'on souhaite en tant que partie obtenir par exemple la nullité d'un titre, ou la reconnaissance d'une contrefaçon, pour quelque raison que ce soit, eh bien évidemment, la médiation ne peut pas entrer en jeu. Alors, comment est-ce que le processus de médiation va se dérouler? Tout d'abord, je vous propose une définition qui est issue de la directive européenne. Cette médiation se définit comme un processus structuré dans lequel 2 ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur. Donc, je me suis permis de souligner les points qui semblent les plus importants dans cette définition et qui doivent guider à la fois le choix de la médiation et son processus. D'abord, il faut bien avoir en tête que c'est un processus structuré, c'est un vrai travail, si je puis dire. Il n'y a pas de coup de baguette magique, il y a l'organisation d'un dialogue qui, petit à petit, va aboutir, peut-être, espérons-le, à une solution. Il faut également avoir en tête que les parties tentent par elles-mêmes de trouver cette solution. Le médiateur n'est pas du tout un conciliateur, il ne propose pas de solution, il ne dicte encore moins de propositions de solutions. En revanche, il est supposé amener les parties à trouver par elles-mêmes cette solution. Et là encore, ça favorisera une solution bien acceptée et donc bien exécutée. Les parties vont intervenir de manière volontaire au sein de la médiation. Là encore, la condition de liberté est absolument fondamentale. Si on n'a pas envie de faire une médiation, c'est certain, ça ne débouchera sur rien. Et pour finir, les parties vont prendre la décision de rentrer en médiation et discuter ensemble avec l'aide d'un médiateur. Le médiateur, comme on l'a vu dans le petit schéma tout à l'heure, va intervenir en tant que facilitateur du dialogue. Donc, je vous ai mis quelques sources légales. Il y en a d'autres, hein, mais là, c'est sans doute les plus importantes auxquelles vous pourrez vous référer en tant que de besoin. Nous voilà donc au cœur du processus de médiation. C'est ce qu'on appelle la route FUTAC. Alors, sans rentrer dans un jargon trop technique, le petit schéma permet simplement de montrer justement l'évolution de ce processus. Il faut avoir en tête tout de même que ça semble extrêmement, comment dire? Extrêmement organisé, extrêmement, définitif, hein, qu'on part vers la gauche et qu'on arrive forcément vers la droite. Oui, dans l'idéal, c'est ça, mais il peut y avoir, des petits, avancées et puis des petits reculs et puis des avancées et cetera. Donc le cheminement n'est pas forcément complètement linéaire. Cependant, la roue que vous avez là permet d'avoir une idée globale de ce que l'on cherche à faire. Donc la première étape, qui est figurée par le camembert bleu en bas, la première étape est celle de l'introduction à la médiation. On va chercher à rappeler les objectifs fondamentaux de la médiation, poser le cadre de la médiation, les conditions matérielles de la médiation et puis bien sûr, les différentes obligations des parties vis-à-vis de cette médiation. Une fois que les choses sont parfaitement claires, que les parties ont eu tous les renseignements dont ils avaient besoin pour s'engager pleinement dans le processus, eh bien, on va pouvoir rentrer dans la phase numéro 2 sur le petit graphisme qui est mentionnée comme la phase du quoi. C'est une phase très importante puisqu'elle va permettre d'exposer les faits. Chaque partie va avoir l'opportunité de présenter les faits selon lui. On va revenir sur l'historique du conflit, éventuellement sur la relation entre les parties si cette relation est ancienne, ou en tout cas si elle est préexistante au conflit. Et puis, on va chercher à identifier les problèmes. Chaque partie va donc avoir de manière équitable le temps de s'exprimer sur ces différents points. Et en principe, à l'issue de cette phase, si tout se passe bien, on aboutit déjà à un accord sur le désaccord. Alors ça peut paraître un peu idiot,
Mais finalement, on se rend compte qu'au début d'un conflit, on n'est pas toujours d'accord sur ce qui pose problème. Et si on n'est pas d'accord sur ce qui pose problème, évidemment, on va avoir du mal à trouver une solution. Donc cette phase du quoi, elle est très importante et elle constitue, si elle est favorablement réussie, elle constitue une première étape vers l'accord. Ensuite, on va rentrer dans la phase numéro 3 de cette médiation, où là, on va rentrer dans le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là finalement? Cette phase-là va permettre de faire émerger des choses qui étaient un petit peu cachées par les parties jusque-là en principe, des besoins, des intérêts, des sentiments, pourquoi pas. Voilà, chacun là aussi va avoir la possibilité de s'exprimer sur tous ces éléments-là. Et puis, on va commencer à cheminer vers des intérêts, la recherche des intérêts de chacun. Si on travaille bien dans cette phase, chaque partie aura eu la possibilité de comprendre sincèrement, si je puis dire, la position de l'autre et on aboutira à une reconnaissance mutuelle. Voilà, chaque partie reconnaîtra les intérêts, la situation, les besoins de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord forcément, mais au moins, on a compris ce que l'autre voulait. À partir de ce moment-là, si tout se passe bien toujours, on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer. Une fois qu'on s'est bien compris, on va pouvoir avancer. On va commencer à rechercher les premiers points de rencontre en termes de solutions. On va commencer à élaborer des solutions peut-être originales ou en tout cas qui conviennent bien à la situation de chacune des parties. Et puis pour finir, on rentrera dans la phase numéro 5, qu'on appelle le comment finalement, qui est là l'aboutissement complet de la médiation, où on prend de manière formelle des engagements réciproques, chacun prend des engagements réciproques, et bien sûr, où on formalise un accord. Donc cette phase est également très importante parce que des fois, quand on passe à la formalisation des choses, eh bien, il y a quelques inquiétudes qui se font sentir. Donc on revient un petit peu en avant, en arrière, et puis on continue le travail pour aboutir finalement à un accord supposé satisfaire sincèrement les parties. Alors, dans ce processus, le médiateur a un rôle évidemment très important et il est aidé par une déontologie. S'agissant de son rôle, le médiateur a pour fonction d'accompagner les parties uniquement. Il doit chercher à faciliter, à rétablir le dialogue. Alors évidemment, pour ce faire, il doit essayer de faire preuve d'empathie. Empathie, ça ne signifie pas naïveté, hein, on est tous bien conscients des manœuvres aussi qui peuvent être tentées ou des approches un petit peu voilà, détournées que les uns et les autres peuvent prendre, mais s'il n'y a pas d'empathie, euh, il ne pourra pas y avoir de compréhension de chacun, de ses besoins, et donc le médiateur ne pourra pas amener les parties à se comprendre mutuellement. Donc ce qu'on va examiner en tant que médiateur, ce sont les mots employés. Les mots ont un sens, hein, généralement, on en utilise un et pas un autre, donc toute la nuance est prise en considération par le médiateur pour orienter un peu le dialogue. On va prendre également en considération la posture de chacun, hein, une attitude très colérique, une attitude très renfrognée, une attitude au contraire très ouverte. Tous ces éléments-là vont en dire beaucoup sur l'état d'esprit d'une partie et donc permettre aussi de comprendre sa situation. Alors le médiateur, évidemment, va utiliser différentes techniques pour parvenir à faciliter, à rétablir le dialogue. Bon, là, c'est évidemment très schématique, hein, donc vous m'en excuserez, mais tout d'abord, il va y avoir la mise en place d'une écoute active. Donc, une écoute active, c'est une écoute sincère, si je puis dire. On ne cherche pas à juger, on reste parfaitement neutre, on écoute vraiment, et on essaye ainsi de comprendre les intérêts, les besoins, les enjeux de chacun. On va également, en tant que médiateur, reformuler.
reformuler ce que chacun vient de dire, hein, de manière quasi systématique. À chaque fois que l'un prend la parole, il expose son propos et le médiateur reformule derrière. Cette reformulation, elle va avoir plusieurs objectifs. Déjà, s'assurer qu'on a bien compris ce qui vient d'être dit. Elle va également permettre de gagner la confiance des parties, puisque si le médiateur montre qu'il a bien compris, en principe, la partie qui vient d'exposer son propos se sentira en confiance. Oui, c'est bien ça, c'est tout à fait ce que je viens de dire. Voilà, c'est aussi un pas vers la compréhension et donc la solution. Et puis, cette reformulation, elle va également avoir une vertu, c'est celle de faire entendre à l'autre partie la même chose que ce qui vient d'être dit, mais par un tiers qui est neutre. Ça va permettre, en principe, d'apaiser un petit peu le débat. Non pas que le médiateur prenne parti, mais redire la même chose, entendre la même chose plutôt par un tiers neutre, ça va permettre d'apaiser un petit peu le débat. Le médiateur, comme je le disais tout à l'heure, ne suggère absolument pas de solution. Il n'agit pas du tout comme conciliateur et encore moins comme juge. Il laisse les parties, enfin, il amène les parties à réfléchir, à communiquer et donc à dégager leurs propres solutions. Et c'est ce qui fera aussi le succès de l'accord en termes d'exécution. Et bien entendu, il ne rédige pas l'accord final. Ça serait complètement déplacé par rapport à son rôle. La rédaction de l'accord final est généralement laissée au conseil des parties. Le rôle du médiateur est donc d'organiser matériellement la médiation, hein, les choses un petit peu triviales, la proposition d'un lieu, d'un agenda, ce genre de choses. Il va également systématiquement faire signer une convention de médiation, hein, dans la première phase qu'on a vue tout à l'heure, la phase 1, il va faire signer une convention de médiation. Cette convention va permettre d'énoncer les principes, les règles qui sous-tendent le processus. Donc la liberté, l'autonomie des parties, l'engagement de bonne foi, ce sont des éléments qui vont garantir le succès de la médiation. Donc il est très important que les parties s'y engagent pleinement. Il va insister parmi l'ensemble des règles, tout particulièrement sur la confidentialité absolue des échanges. La confidentialité s'impose aux parties, elle s'impose aussi au conseil et elle s'impose aussi au médiateur. Et cette confidentialité va permettre à chacun de s'exprimer le plus largement possible, ce qui va en principe aider à la résolution du conflit. À noter que le principe même de la médiation peut rester confidentiel selon l'accord des parties. La convention de médiation va définir le lieu, formaliser un point de départ et un point final, un délai maximal éventuellement pour terminer cette médiation, avec succès ou sans succès. Il va expliquer le déroulement du processus, la rémunération du médiateur, puisque ce n'est pas gratuit tout de même, et il va envisager l'assistance éventuelle de conseils, que ce soit des avocats ou bien sûr des CPI. Les conseils ont un rôle tout à fait important à jouer dans le cadre de la médiation, puisque s'ils sont manifestement réfractaires au processus, ça risque de décourager leurs clients. S'ils reviennent systématiquement au strict débat tel qu'il serait présenté en matière judiciaire, là aussi, ça risque de faire échouer le processus. Donc, les conseils sont hautement recommandés, déjà pour leurs conseils techniques, bien sûr, auprès de leurs clients, mais aussi pour favoriser le processus. Lorsque tout cela est un petit peu organisé, eh bien, le médiateur va recevoir les parties individuellement et en réunion plénière. Alors, individuellement, en général, il y a un premier contact qui se fait avec chacune des parties en amont d'une réunion générale, si je puis dire, ce qui va permettre d'avoir un premier aperçu pour le médiateur, un premier aperçu des problèmes qui sont soulevés. Et puis, on rentrera en réunion plénière. Alors là, réunion plénière au singulier, mais bien évidemment, il peut y en avoir plusieurs. 2, 3, 4. Peut-être au-delà, si on n'a pas réussi à aboutir, c'est qu'on n'aboutira pas. Donc, le temps de la médiation est aussi en général limité.
Mais néanmoins, ces réunions plénières vont permettre à chacun d'exposer en face de l'autre leur situation. Et puis à noter, lorsqu'on est dans le cadre d'une médiation judiciaire, le médiateur devra informer le juge de l'aboutissement ou non de la médiation, c'est-à-dire de la conclusion ou non d'un accord. En revanche, le médiateur ne relate absolument pas ce qui est contenu dans l'accord, ni quoi que ce soit qui aurait été divulgué dans le cadre de la médiation, pour respecter bien évidemment le principe de confidentialité dont on a parlé. En termes de déontologie, le médiateur doit s'assurer que les parties sont rentrées en médiation de manière libre, volontaire, et qu'elles poursuivent le processus sur ces bases. Il est important à toutes les étapes de la médiation de vérifier que les parties sont toujours d'accord pour être là, qu'elles ont toujours envie d'être là et qu'elles ont toujours envie d'avancer. Faute de quoi, évidemment, la médiation ne pourra pas aboutir. Comme on l'a vu, il respecte et fait respecter une stricte confidentialité. Et puis, il se doit d'intervenir de manière neutre, impartiale et indépendante. Ces 3 critères sont tout à fait fondamentaux dans le succès de la médiation, puisque c'est de cette manière que la confiance des parties va être gagnée, que chacun va pouvoir s'exprimer librement et que donc, là encore, la solution est favorisée. Donc neutre tout d'abord, puisque le médiateur accompagne les personnes dans leur projet sans faire prévaloir le sien. Ce sont donc bien les parties qui vont réfléchir à leur solution et en décider si toutefois elles ont envie d'arriver à un accord. Impartial, évidemment, le médiateur ne doit prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Ça peut paraître évident, mais c'est pas toujours facile. Donc en tant que médiateur, il faut aussi travailler sur soi pour rester dans cette parfaite impartialité. Il doit s'assurer que chaque partie dispose des mêmes chances, des mêmes opportunités de présenter ses arguments et ses intérêts. Cette impartialité va permettre d'écouter chacun de manière égale et d'avancer, là aussi, comme on le voyait tout à l'heure, vers une solution. Et puis, bien sûr, le médiateur se doit d'être indépendant, c'est-à-dire détaché de toute pression intérieure et ou extérieure à la médiation, même lorsqu'il se trouve dans une relation de subordination ou institutionnelle. Donc, il doit être parfaitement indépendant, n'avoir aucun intérêt, quel qu'il soit, à la résolution ou à la non-résolution du conflit. Finalement, le médiateur, encore une fois, est là pour faciliter le dialogue, amener les parties à trouver leur propre solution, mais peu importe, à la limite, que ça fonctionne, le médiateur ne doit avoir aucun intérêt à ce qu'il y ait un accord ou ce qu'il n'y en ait pas. Je vous propose maintenant d'examiner les différentes voies d'accès à la médiation. Vous allez voir, elles sont multiples. Tout d'abord, en amont de tout conflit. En amont de tout conflit, donc lorsqu'on est dans le cadre, par exemple, d'un contrat qu'on pourrait passer, un contrat de licence, admettons, ou même un protocole transactionnel, pourquoi pas, l'accord des parties pour s'engager en médiation peut être matérialisé par la présence d'une clause de médiation insérée dans le contrat entre les parties. Et cette clause de médiation, elle a un effet très important, puisque dès lors qu'elle est spécifiée, elle constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge. Donc là, il faut être très vigilant. Si on insère une clause de médiation dans un contrat, on devra essayer une médiation avant d'aller saisir le juge en tant que de besoin. Cette saisine, enfin cet engagement dans le processus de médiation, préalable à la saisine du juge, elle est obligatoire à peine d'irrecevabilité de l'action judiciaire. Donc c'est un point sur lequel il faut être très vigilant, il faut savoir à quoi on s'engage. Une petite exception toutefois à ce point, c'est que la clause de médiation n'interdit pas la saisine du juge en référé. Le caractère d'urgence, évidemment, pouvant neutraliser la clause de médiation. Et puis, bien entendu, la clause de médiation est distincte de la clause d'attribution de juridiction, donc on peut avoir parfaitement coexisté dans un contrat une clause de médiation, et si la médiation n'a pas permis de résoudre le problème de cette façon, eh bien, une clause attributive de juridiction.
Je vous ai mis sur cette slide un exemple de base rédactionnelle pour une clause de médiation obligatoire dans un contrat. Donc, c'est une version parmi d'autres. C'est une clause relativement simple qui permet de se référer aux différents éléments en cause, différentes conditions, quelque chose d'assez classique. S'il y a une difficulté par rapport à cette clause, eh bien, le juge peut éventuellement se saisir d'une question d'interprétation de la clause de médiation. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Est-ce que ça vous ennuie beaucoup si on traite les questions peut-être plus tard, si je puis me permettre? Et donc, je vous disais que la clause de médiation que je vous présente là est une parmi d'autres. Il y en a plein d'autres qui sont accessibles, que ce soit sur le site de l'OMPI, sur le site du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, le CEMAP et non pas le CMAP, ou bien encore sur le site de l'Association des médiateurs européens, aussi dite AME. La commission de la CNCPI sur les procédures amiables est également en train d'élaborer une clause à vous proposer. Alors ici, on souhaitait envisager un cas particulier de médiation qui peut être, nous semble-t-il, assez utile dans notre métier de CPI. C'est la médiation de projet, dite aussi médiation préventive. Donc là, c'est un cadre qui est tout à fait spécifique et qui est différent du conflit brut, si je puis dire, puisqu'on va chercher à s'assurer d'une exécution continue d'un projet collaboratif en prévenant ou en traitant les dysfonctionnements par l'accompagnement du projet dès son origine. Donc, typiquement, on est dans le cas où on cherche à réaliser un partenariat, on cherche à rentrer dans un contrat, on cherche à, pourquoi pas, organiser une prestation de service, voilà, quelque chose, un projet plus ou moins important, bien sûr, selon les parties en cause, mais je dirais peu importe, et on souhaite que ce projet soit mené à bien. Alors évidemment, quand on rentre dans un tel processus collaboratif, il y a un certain nombre de différends qui peuvent surgir ou qui pourront surgir dans l'avenir. On va donc, dès l'origine des discussions, essayer d'envisager les différents dysfonctionnements possibles avec l'aide d'un médiateur et organiser, traiter en amont les différents dysfonctionnements possibles. Par exemple, évidemment, tout ce qui a trait au futur. Le futur serait par définition imprévisible, mais on peut essayer d'envisager différentes situations et de voir comment on réglera le problème, pas forcément sur le fond d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas nécessairement le problème qui se posera dans le futur, mais au moins les modalités de résolution d'un problème qui surviendrait. Autre problème, autre source de différends qu'on peut rencontrer dans un projet collaboratif, évidemment, ce sont les autres. Vous le savez bien, quand il y a une pluralité des partenaires et notamment de leur statut, quand il y a du public, du privé, que tout ce monde vient à la table des négociations, avec éventuellement des nationalités différentes, les sources d'insatisfaction qui vont se transformer en différends vont être tout à fait multiples. Donc là aussi, la médiation préventive va permettre d'identifier ces points potentiels de différents et de les traiter. Voilà, comment est-ce qu'on s'organisera si telle et telle situation se présente? On va également pouvoir traiter de tout ce qui est partage des compétences et des responsabilités. Si par exemple on est dans le cadre d'un contrat de prestation de service, on va dire voilà, cette partie-là aura en charge tout ceci, cette partie-là aura en charge tout cela. Ça va permettre aussi de désamorcer un certain nombre de sujets. Évidemment, plus un projet est complexe, notamment autour des projets de R&D, plus les situations de différends vont se multiplier. Par exemple, lorsqu'on est dans un accord de confidentialité, de transfert de matériel, un consortium,
des contrats de copropriété, des accords de valorisation. Tout ça donne lieu à de multiples complexités, qu'elles soient sur le fond, si je puis dire, ou simplement en termes financiers. Donc là aussi, la médiation va permettre de poser les bases des modalités de résolution des différends et d'avancer progressivement vers un accord accepté et bien compris de tous. L'imprécision du projet, c'est vrai que quand on commence un projet, on ne sait pas forcément exactement où on va aller. Donc, la médiation va permettre de bien définir l'objet du projet, les intérêts, les objectifs de chacun des partenaires qui sont partis à ce projet, les différentes étapes, hein, c'est très important de chercher à séquencer, et puis les composantes de ce projet pour parvenir à l'accord, au contrat dont chacun a vraiment besoin et dont les modalités lui conviennent. Et puis évidemment, la médiation de projet, la médiation préventive va chercher à atténuer les tensions entre l'individu et l'organisation. Puisque là, il faut avoir en tête que dans ce type de projet, on collabore avec l'organisation, mais on traite avec des individus. Évidemment, il peut y avoir quelques frottements liés au caractère de chacun, et la médiation préventive va permettre d'anticiper ce type de situation. Donc la médiation préventive peut vraiment s'avérer une clé pour parvenir à un accord, un contrat, plus efficace et y parvenir de manière plus sereine. Deuxième point d'entrée, si je puis dire, de la médiation, là on était en amont de tout conflit, là on rentre dans l'hypothèse où le conflit est survenu. Deux hypothèses, la médiation conventionnelle, la médiation judiciaire. La médiation conventionnelle tout d'abord. Là aussi, je vous ai mis quelques références légales qui régissent la médiation conventionnelle. Alors, cette médiation conventionnelle, elle peut intervenir dans tout domaine de matière civile, commerciale. En revanche, elle ne peut pas intervenir en matière pénale, sauf mesures alternatives aux poursuites. Là, on est dans des situations qui, je pense, sont assez différentes de celles que l'on connaît dans nos métiers. Je pense qu'en tout cas, on peut retenir que, mis à part le pénal, tous nos sujets peuvent être traités en médiation conventionnelle. Le facteur déclenchant de cette médiation, c'est bien évidemment l'échange de consentement libre et éclairé des parties. Donc, par libre et éclairé, on entend que les parties, face à un conflit, ont connaissance de la possibilité de rentrer en médiation et ont reçu de la part du médiateur une information claire, complète, sur les modalités de la médiation avant de s'engager à rentrer en médiation. Là encore, il proposera un contrat de médiation. Exactement le même que celui dont on a parlé tout à l'heure, hein, sur les modalités pratiques, sur les principes fondamentaux de la médiation, sur le calendrier, etc. Il faut avoir en tête, c'est très important, que la médiation conventionnelle suspend la prescription. Donc, ça peut être très utile dans certaines situations. Alors, il ne faut bien évidemment pas se servir de la médiation comme d'une manœuvre dilatoire, hein, très clairement, ce n'est pas l'objectif, mais ça peut permettre de négocier plus sereinement une situation. En revanche, les délais de forclusion, eux, ne sont pas suspendus. Donc, il faut faire ces petits calculs avant, le cas échéant, de rentrer en médiation. Petit point également, c'est que la médiation conventionnelle, hein, donc sans hors cadre judiciaire, pardon, peut être conduite sur ordre du juge. Là, on est dans la situation où un procès a commencé, hein, un litige a été porté devant le juge, mais le juge a enjoint les parties à rencontrer un médiateur afin de recevoir une information sur la médiation. C'est lorsqu'en général, le juge pressent qu'il y a matière à rentrer en médiation pour des raisons qui lui sont propres, parce qu'il considère que peut-être la solution qui serait dégagée serait extrêmement inéquitable, ou bien qu'il y a sous ce conflit beaucoup trop de choses à régler et qui ne peuvent pas être tranchées par la loi. Il va sentir ce point-là et il va donc ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour avoir une information. Ça ne veut pas dire qu'il les force à rentrer en médiation. Comme on l'a vu, c'est complètement impossible de forcer quelqu'un à rentrer en médiation. En revanche,
il les enjoint à échanger avec un médiateur sur le principe d'une médiation. Lorsque cette information a lieu, les parties ont le choix, à ce moment-là, de rentrer en médiation. Dans ce cadre-là, ça sera une médiation de nature conventionnelle, donc ce seront les délais, si je puis dire, de la médiation conventionnelle qui s'appliqueront, pas les délais de la médiation judiciaire, qu'on va voir juste après, qui s'appliqueront. Donc tout se passera comme une médiation conventionnelle classique, sauf qu'elle aura été, d'une certaine manière, à l'initiative du juge. Deuxième solution lorsque le conflit a éclaté, c'est cette fameuse médiation judiciaire, donc, qui est principalement régie par la loi du 8 février 1995, même si, encore une fois, il y a d'autres textes légaux applicables. La loi du 8 février 1995 est fondatrice. Alors là, on est donc dans l'hypothèse où le conflit a été porté devant le juge, c'est donc devenu un litige, et le juge, enfin les parties et ou le juge réfléchissent à une médiation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médiation judiciaire est disponible à tout moment pendant le procès, que ce soit en première instance, en instance d'appel, et même, depuis une date assez récente, 2022, en cassation. Alors, on peut se dire, plus on avance dans le temps, moins la médiation est pertinente. Alors, d'un côté, oui, parce que le côté gain de temps, gain d'argent est peut-être un peu loupé, mais certains intérêts sont tout à fait conservés. Celui du maintien du choix de la solution, celui d'éviter l'aléa judiciaire, la médiation, et puis celui aussi d'éteindre complètement le conflit. La médiation peut encore trouver tout son sens, y compris à un stade avancé, je dirais, du procès. La médiation va être le plus souvent proposée par le juge, mais elle peut aussi être demandée par l'une des parties. Dans ce cas-là, le conseil va proposer cette médiation à l'autre partie. Si l'autre partie en est d'accord, on pourra avancer dans ce sens. Le juge, à noter, la propose souvent lorsque les premières conclusions ont été échangées. Ça permet d'avoir une visibilité d'ensemble sur le dossier, ça permet à chacun aussi d'avoir mesuré ses arguments et peut-être d'avoir envie à ce moment-là d'une solution plus négociée que ce dont on avait envie lorsqu'on a saisi le juge. À noter que la médiation suspend la prescription à compter de la première réunion de médiation. Donc là aussi, il y a un certain nombre de calculs et en tout cas un point de vigilance aussi bien pour les conseils que pour le médiateur. Cette suspension, elle vaut jusqu'à la fin de la médiation. Et au terme de la médiation, la prescription court à nouveau pour une période d'au moins 6 mois. Alors, il est certain que certaines parties vont se saisir de cette suspension pour gagner du temps, hein, on ne s'en cache pas, mais en général, on le sent, et le médiateur peut aussi, dans une certaine mesure, terminer la médiation s'il voit que les parties n'agissent pas de bonne foi et que de toute façon, on n'aboutira pas. Du point de vue du médiateur et des parties aussi, du fait de cette suspension de prescription, il est très important de bien acter de manière formelle le début et la fin de la médiation. Le processus, quant à lui, est encadré par une ordonnance du juge de la mise en état. Cette ordonnance, elle va désigner le médiateur, elle va fixer la provision sur les honoraires du médiateur, et puis elle va énoncer les différents délais pour la conduite de la médiation. Donc ce délai, il est initialement de 3 mois, renouvelable une fois. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un temps qui est enserré à 6 mois maximum, hein. L'ordonnance va également indiquer le montant et la date de consignation de la provision sur honoraires, s'agissant des honoraires du médiateur, et la date de renvoi à l'audience de mise en état. Donc normalement, dans cette ordonnance, tous les éléments de base sont relatifs, bien sûr, à l'instance, sont énoncés. Lorsqu'on est dans une médiation judiciaire, cette médiation reste entièrement sous le contrôle du juge. Le médiateur doit rendre compte de sa mission lorsqu'elle se termine, en informant le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. En revanche, c'est sa seule obligation. Est-ce que oui ou non, il y a eu un accord? Au contraire, le principe de confidentialité interdit au médiateur
de dévoiler le contenu de l'accord, de dévoiler la teneur des échanges ou d'exposer les différentes difficultés qui auraient pu être rencontrées au cours de la médiation. Donc encore une fois, tout ce qui se passe en médiation reste strictement confidentiel. Le juge n'est informé que de l'issue. Lorsqu'on rentre dans une médiation judiciaire, là aussi, comme d'habitude, c'est très important pour le succès du processus, le médiateur propose une convention de médiation dans laquelle, comme d'habitude, les principes, les modalités sont définis. Comme toujours également, l'obligation de confidentialité est particulièrement soulignée dans cette convention de médiation. Pourquoi? Parce que là, on est quand même dans le cadre d'un litige. Et il faut avoir en tête que les pièces qui seraient présentées au cours de la médiation sans l'avoir été préalablement, dans le cadre de l'instance pure, eh bien, ces pièces seront confidentielles. Donc, il faut être extrêmement vigilant en tant que conseil aussi sur les pièces qui seraient divulguées pendant la médiation, parce que si elles le sont pendant la médiation, on ne pourra plus s'en servir après. Ça peut être extrêmement fâcheux. Quelques petites exceptions à ce principe très important. Des raisons impérieuses d'ordre public ou des motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, ça c'est dans le cas d'une médiation familiale, ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne. Donc, tout ça, ce sont des exceptions qui sont prévues, bien sûr, légalement, hein. Bon, dans nos matières, finalement, ce sont des situations que l'on rencontre relativement peu. Donc, j'aurais tendance à dire que cette exception au principe de confidentialité des pièces échangées doit être un petit peu mise de côté. Autre exception, c'est lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord sont nécessaires pour la mise en œuvre ou l'exécution de l'accord. Là, ça semble relativement logique, en revanche. Et ce qui nous sera sans doute très utile, c'est si les parties le décident ensemble. Si les parties décident ensemble de déconfidentialiser certaines des pièces qui ont été présentées en médiation, alors la confidentialité sera levée. Bien évidemment, selon la nature des pièces, chacun aura envie ou pas de lever cette confidentialité. Donc, en résumé, grosse vigilance sur les pièces qui sont transmises au cours de la médiation. Lorsqu'il y a un accord à l'issue de la médiation judiciaire, c'est un contrat qui a force obligatoire. Donc, évidemment, ça peut être un contrat sans nécessité de concession réciproque, ou bien ça peut être un protocole transactionnel, hein, je pense que vous voyez tous parfaitement de quoi nous parlons. Et puis, ça peut être un accord qui porte sur une partie ou sur la totalité des aspects du litige. Si c'est sur la totalité, eh bien, écoutez, l'action pourra se terminer. Si en revanche, l'accord ne porte que sur une partie, eh bien, il y aura, lors de la mise en état, une séparation, si je puis dire, des points, et seul le point non traité par la médiation continuera devant le juge. On l'a dit tout à l'heure, l'accord ne doit pas être rédigé par le médiateur, mais au contraire par les conseils. Le médiateur ne signe pas l'accord, bien évidemment, il n'a encore une fois aucun intérêt dans ce qui s'est dit, dans la façon dont ça s'est fait et dans l'accord auquel on est parvenu. Et puis, le juge n'a connaissance du contenu de l'accord que s'il lui est demandé de l'homologuer. L'homologation va donner à l'accord une force exécutoire, mais l'accord ne peut pas être modifié par le juge, hein. Vous savez, l'homologation, c'est une reconnaissance en fait formelle de l'existence d'un accord. Le juge ne peut pas intervenir dans cet accord, sauf évidemment s'il y avait une contrariété à l'ordre public. Et l'homologation, à noter, supprime la confidentialité de l'accord. Donc les parties doivent être en amont d'accord sur ce principe d'homologation. Mais encore une fois, l'homologation n'est pas nécessaire, n'est pas obligatoire pour que l'accord ait force obligatoire. Alors, on peut se demander quels sont les paramètres favorables à un accord en médiation judiciaire. Évidemment, le premier, et ça c'est valable pas seulement dans la phase judiciaire, hein, c'est valable un peu pour toute médiation, c'est le principe d'un engagement des parties dans le processus. Et même à un stade avancé d'un litige, même si on est devant la cour d'appel, il faut que les parties aient vraiment envie de rentrer dans cette médiation. Important également que ce soit les bonnes parties, les bons interlocuteurs qui soient réunis.
Parce qu'encore une fois, s'il y a un problème de capacité, s'il y a des parties qui ne sont pas directement à l'instance et qui pourtant sont impliquées, il y a de fortes chances que la médiation n'aboutisse pas. L'attitude des conseils aussi va être tout à fait déterminante. Alors, un conseil, que ce soit avocat ou bien sûr nous, CPI, cette attitude va être tout à fait déterminante parce que, évidemment, vos clients vous connaissent, donc ils ont confiance en vous. Et si le CPI cherche, si je puis dire, à torpiller le processus, s'il se cantonne systématiquement aux enjeux judiciaires, eh bien, il y a de fortes chances que son client le comprenne, le ressente tel quel et que donc il freine des quatre fers vers un accord. Alors évidemment, le but du jeu n'est pas du tout que le client soit lésé par l'accord trouvé en médiation, mais c'est toujours d'avoir en tête les différents paramètres finalement du dossier, le temps, l'argent, la solution adaptée d'un côté et un potentiel accord de l'autre. C'est toujours ça qu'il faut mettre en équilibre quand on est conseil et finalement faire ce qu'on fait tous les jours, recommander la meilleure voie possible à nos clients. Et puis il faut travailler, et ça c'est lié aussi à l'engagement des parties bien sûr dans le processus, il faut travailler vers une intercompréhension des parties. Il faut arriver en médiation de manière sincère et vraiment chercher à avancer vers une solution correcte, si je puis dire, pour tout le monde. Voilà un petit peu les bases de la médiation judiciaire et de la médiation tout court. Je me propose peut-être de répondre aux questions qui se posent. Alors, Je reprends un tout petit peu le micro, Marie. oui, On a eu des questions auxquelles j'ai répondu, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui supposeraient, d'accord. j'imagine, bien plus de développement. Donc, je vais un tout petit peu les parcourir, pardon. Donc, on a eu des questions. Pardon, très intéressantes au demeurant. Donc, comment gérer l'éventuelle et fréquente dissymétrie des rapports de force, qui est une partie qui a beaucoup plus de puissance économique que l'autre. Donc, moi, je me suis permis de commencer un début de réponse en disant que ce rapport de force, ben, il est autant que possible neutralisé par le médiateur. Évidemment, il existe toujours, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous donner ton point de vue là-dessus? Oui, bien sûr. Le médiateur, lui, il se doit d'être impartial, comme on l'a vu. Donc, il se doit aussi de travailler sur lui-même pour ne pas être influencé par l'une ou l'autre des parties en fonction de sa supposée puissance économique ou morale, parfois aussi. Donc, le médiateur, en fait, va chercher à absorber ce choc-là. Comme le médiateur n'a pas d'intérêt à la résolution, la non-résolution du litige, finalement, il est beaucoup plus libre par rapport à cette puissance. Et il va chercher à rééquilibrer sans cesse le débat par le dialogue, c'est-à-dire ne pas chercher à donner plus de poids à l'un qu'à l'autre, au contraire. Et finalement, c'est cet équilibre dans la prise de parole et dans le temps de parole, dans tout ce qui peut se passer autour de la table, voilà, en termes de présentation, va permettre de minimiser l'impact économique. Ça ne veut pas dire qu'il sera complètement supprimé. Malheureusement, la médiation n'a pas plus de solutions par rapport à une puissance économique vraiment importante par rapport à une autre, mais néanmoins, le dialogue, et surtout la remise à niveau en fait permanente des parties va permettre de lisser un peu cette puissance, je pense. Question de Sophie, qui dit: bien sûr, je suis pour la médiation et je négocie régulièrement de mon côté des accords de coexistence de marque. Il me semble toutefois extrêmement difficile de conserver la confidentialité sur des informations importantes et stratégiques d'un litige dans le cadre d'une médiation, car il faut être transparent. Cela signifie que si la médiation n'aboutit pas, le risque est d'avoir grillé ces cartouches stratégiques.
Moi, j'ai commencé également un début de réponse en disant que le cadre de la médiation est posé par le médiateur, confidentialité comprise, que l'ensemble des parties, comme tu le disais, Marie, donc médier, médiateur et conseil s'obligent à la confidentialité. On n'est jamais à l'abri de la mauvaise foi, mais on n'est pas là pour l'être. En tout cas, la bonne foi, elle est strictement nécessaire. Et le point d'attention pour moi, c'est de se dire qu'on n'est pas en train de jouer enfin, on n'est pas sur une catégorie juridique où on va justement mettre toutes nos billes juridiques sur la table et puis effectivement, si ça n'aboutit pas comme on le souhaite, se trouver dépourvu d'un argumentaire qui aurait été un petit peu conservé au secret. Donc pour moi, les cartouches, elles sont préservées si on ne parle pas de droit. On n'est pas forcément là pour parler de droit et que la transparence absolue n'est pas requise. L'objectif, c'est surtout de rétablir une communication. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. On n'est pas obligé de mettre sur la table absolument tout. Le but, c'est quand même d'arriver à un accord honnête, si je puis dire, honnête au sens où accepté par les deux parties, qui match avec les problématiques que les parties rencontrent. Maintenant, effectivement, on n'est pas obligé de tout mettre sur la table. Donc, il n'y a pas de risque à tenter la médiation, même Je ne pense pas. en... Je ne Je pense suis... pas. Et même si la médiation échoue pour une raison ou pour une autre, l'expérience montre qu'il y a toujours un chemin qui a été fait quand même entre les parties. Donc, au contraire, ça ne peut que faciliter la suite, d'avoir à un moment donné accepté de rencontrer l'autre, accepté d'entendre sincèrement son point de vue. Il en restera toujours quelque chose de positif. Donc, non, même si la médiation échoue, eh bien, ça ne sera pas Je du temps rebondis perdu. justement sur ce que tu dis sur l'échec d'une médiation. Moi, je suis complètement convaincue qu'il ne peut pas exister d'échec à la médiation. Pour avoir participé en tant que médiateur ou conseil auprès des médiés, quand on voit comment la médiation se déroule, hein, donc on a des rendez-vous individuels et on a des plénières, et peut-être qu'on a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait qu'une réunion plénière, ça dure de nombreuses heures. Mm. Donc, les gens sont, bien sûr, ils ont toujours la possibilité de partir de ce rendez-vous, mais ça peut durer des 3, 4, 5 heures. Donc, on est quand même face à l'autre et à vouloir optimiser ce temps, en tout cas, ou à dire, ou à crier, ou des fois, il y a des choses qui sont extrêmement hautes en couleur. Et que ces réunions, s'il y a plusieurs plénières, elles sont éloignées l'une de l'autre un petit peu dans le temps, si on a le temps, pour permettre à chacun de sédimenter l'information, de réfléchir, de se dire, ah bah peut-être on n'a pas vu l'histoire de la même façon, j'ai de l'information là que je n'ai pas appréciée de cette façon-là au moment où ça s'est présenté. Donc, quand bien même il n'y aurait pas de convention finale à ce processus de médiation, moi je l'ai remarqué, je pense que les médiateurs qui sont là l'ont remarqué également, la posture des parties change. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de contentieux judiciaire. Ensuite, ça peut dire ce contentieux judiciaire, il peut avoir été extrêmement réduit. En tout cas, voilà, il y a quelque chose se joue, et vu que quelque chose se joue dans 100% des cas, je ne suis pas sûre que l'échec, voilà, où est la barre de l'échec et où est la barre de la Tout à fait. réussite? Je pense qu'on réussit tout le temps. En tout cas, on est mieux dans ses chaussures le soir en se couchant, j'imagine. Une question qui nous est posée, tu es passé rapidement dessus parce que le temps est compté. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette différence, pour moi, tout à fait fondamentale entre la médiation et la conciliation? Alors, la différence fondamentale, c'est que le médiateur ne propose pas de solution. Le médiateur n'amène pas des éléments de solution sur la table. Il fait cheminer les parties vers cette solution, mais elle chemine grâce au médiateur, mais par elle-même et pour elle-même. Le conciliateur, lui, en revanche, vient avec voilà, des suggestions, des bribes, et qu'est-ce que vous penseriez si, et voilà, est-ce qu'une solution pourrait être et petit à petit, rapproche les points de vue. Là, c'est une approche qui est différente. Alors, non pas que la conciliation soit pas bien, mais c'est une autre approche, puisque le médiateur, lui, laisse les parties avancer vers leur solution. Voilà un petit peu la différence de base entre conciliation et médiation. Je te rejoins et je pense qu'on n'aborde pas, en tant que partie intéressée, une médiation comme on aborde une conciliation. Si je suis en litige et que je veux qu'on m'apporte une proposition de solution que je ne suis pas capable ou qui n'est pas entendue par l'autre partie, je vais davantage aller voir un conciliateur qui va m'apporter un peu clé en main
nous présenter toutes les options possibles. J'en remets un petit peu, je ne co-construis pas la solution. Donc, ce n'est pas du tout la même posture non plus. Et ce qui fait que tu le nommais en introduction, 95%, il faut vraiment insister sur ce pourcentage, 95% des décisions prises par des parties médiées au cours d'un processus de médiation sont respectées. Donc, ça veut bien dire que les gens ont mis de Ont l'eau dans adhéré, leur quoi, vin, plus en tout cas qu'adhéré, ont adhéré, mis de l'eau dans leur vin, parce que sont à c'est peu leur près solution. convaincus. Exactement. Donc, c'est vraiment ce qui change. On n'a pas les statistiques en conciliation, mais ce serait intéressant de les avoir. On a une autre question très, très intéressante au sujet de la médiation judiciaire. Donc, la question est la suivante. La confidentialité au stade de la médiation judiciaire permet-elle d'éviter ensuite qu'une partie ne demande une production forcée de pièces ou un droit à l'information? C'est une excellente Vous avez question. 4 heures. Je remercie notre interlocuteur de l'avoir posée. Est-ce que ça empêche je ne sais pas. En principe, et la Cour de cassation l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui est divulgué en médiation ne peut pas sortir. Il y a un arrêt de 2022, je crois, hein, peut-être même début 2023, qui réaffirme très clairement le principe. Donc j'aurais tendance à dire qu'effectivement, toute autre possibilité derrière est vouée à l'échec, mais il y a un point à vérifier, je pense. Oui, ça relève de la confidentialité également. Euh, question, alors, hop, j'ai perdu. Voilà, question, est-ce que les conseils, notamment en propriété industrielle, peuvent agir en médiation sur tous les thèmes de la propriété intellectuelle? Je suis juriste, je ne connais rien au brevet. Est-ce que je peux être médiateur ou accompagnant d'une partie Alors, médiée euh, sur un sujet qui va concerner une contrefaçon de brevet ou autre chose? de mon point de vue, oui. Alors, il y a plusieurs écoles, mais de mon point de vue, oui. Puisque finalement, le médiateur ou son conseil, je pense quand même qu'il faut qu'il connaisse un petit peu le sujet, mais le médiateur n'a pas vocation à venir sur le terrain technique. J'entends par là qu'il c'est pas un juge, c'est pas un arbitre, il n'a pas besoin d'avoir une parfaite compréhension des termes du problème. Le médiateur, il est là, encore une fois, pour faire discuter les parties et que les parties euh, arrivent par elles-mêmes à un accord. Donc sa compétence technique n'a pas à être complète. Bien évidemment, si le médiateur connaît quand même un minimum le sujet dont on parle, ça va forcément aider les débats. Ça peut peut-être aussi aider à la confiance des parties. Ça va peut-être guider leur choix du médiateur. Hein. Lorsque le moment du choix du médiateur va être venu, il y a une liste qui va se présenter avec des compétences liées à ces noms. Et les parties peuvent se sentir plus en confiance que de prendre un CPI brevet pour une matière de brevet. Cependant, de mon point de vue, encore une fois, on ne demande pas une compétence technique parfaite au médiateur. C'est pas son job. Et en tout état de cause, on est formé aussi à faire de la médiation. On n'est pas formé à faire de la médiation en matière de brevet, en matière de marque. Non, on est formé à faire de la médiation et potentiellement, on pourrait même sortir complètement de notre champ initial de compétences. Hein, si on souhaitait faire, je ne sais pas moi, de la médiation successorale, par exemple, ça serait tout à fait dans nos cordes. Parce que, encore une fois, on ne traite pas le fond du litige, mais tout ce qui est sous-jacent, je dirais. Donc pour moi, voilà. Mais il y a d'autres écoles, donc libre à chacun de se faire sa Ça propre rebondit opinion. sur pas mal de questions. Effectivement, nous, donc là, on agit au titre de la CNCP, donc, qui est notre représentant professionnel des conseils en propriété industrielle. Aujourd'hui, on va agir pour les CPI formés à la médiation, et on va revenir sur la thématique de la formation dans l'univers de la propriété intellectuelle et affaires connexes. On peut bien entendu, en dehors du fait d'être médiateur, être le conseil en propriété industrielle de la partie médiée, et on va agir sur notre terrain de jeu qui est celui de la propriété intellectuelle.
Donc, on a des questions sur… donc, moi qui suis juriste, par exemple, de formation, je pourrais tout à fait intervenir dans une médiation, notamment conventionnelle ou judiciaire, dans le cadre d'un sujet qui serait beaucoup plus technique, de brevet, etc. Parce que tu l'as dit tout à fait justement, nous sommes formés à la médiation et pas à la médiation propriété intellectuelle. Donc, on pourrait, tous les outils qui nous ont été dispensés pendant cette formation, de reformulation, d'écoute active, de tout le processus qui est là pour accompagner les parties à se réécouter, s'entendre, s'exprimer et se comprendre, pourrait avoir lieu dans tout univers du droit. Nous, dans notre profession, on est plutôt axé sur ça, mais on pourrait ne rien comprendre du sujet, en tout cas moi c'est mon point de vue, qu'on saurait faire de la médiation également. Donc on a des questions sur la formation. Donc la formation, moi je ne peux parler que de ce que je connais, parce que je n'ai pas fait toutes les formations, mais on est nombreux à avoir fait cette formation qui est à l'IFOMEN, donc à l'ICP. Dans le chat, on en parle. C'est une formation qui est très sérieuse, en tout cas, moi, qui m'a rendue bien heureuse, qui se fait sous 2 temps, donc un DU1 d'une 40aine d'heures, qui ont lieu majoritairement le vendredi soir et le samedi, donc ça ne bloque pas le planning professionnel, pour voir si ça nous plaît. Voilà, c'est une grande introduction de 40 heures. Et puis, si on poursuit sur un DU2, on va avoir au total 200 heures de formation avec beaucoup de jeux de rôle, un examen écrit, Et un mémoire. N'oublie pas le et puis mémoire. un mémoire. Et celui-là, on l'a moins aimé quand on a plus C'est 20 ça. ans et qu'on reprend ses études, mais bon, c'était C'est très ça. intéressant. Et on fait du réseau et voilà. Et aujourd'hui, à l'IFOMEN en tout cas, il y a 2 à 3 sessions de formation par an d'une centaine de personnes. Donc on voit l'engouement des gens qui se forment. On a majoritairement des franges d'avocats, mais pas que. On a aussi beaucoup de DRH qui trouvent que ça a du sens. On a quelques CPI, voilà, et puis après des métiers qui sont de ci, de là représentés, mais voilà, on doit avoir 60 à 70% de franges avocats, conseils et DRH. Donc l'IFOMEN, en tout cas, je ne peux en dire que du bien, mais toute formation après, et ça est sans doute très juste. Et pour revenir sur une autre question, donc la CNCPI a créé cette commission procédure amiable au mois de janvier. Si vous allez maintenant sur le site de la compagnie, vous allez avoir par le biais de l'annuaire les coordonnées des conseils en propriété industrielle, ingénieurs et juristes, qui sont formés à la médiation. Donc, pour nous, la formation, c'est au moins 2 heures de formation et qui ont souhaité se rendre visibles sur cet annuaire. Donc, il y a leurs coordonnées complètes. Voilà. Et la question qui était posée par l'un des participants, c'était comment je peux savoir où sont tous les gens spécialisés en brevet médiateur. Bon, voilà, on a déjà ce site de la CNCPI. Après, peut-être que il y a grand nombre d'associations qui existent en médiation autour ou pas autour de la propriété intellectuelle. Je ne sais pas comment elles se sont organisées pour identifier le métier d'origine du médiateur. Je pense pas que Il y a on remplit des petites cases en fait, voilà. donc, ce qui permet Mais d'indiquer le métier. Mais je tout le pense monde que ne le quand fait on pas. cherche un médiateur en matière de propriété intellectuelle, j'imagine que le premier réflexe, c'est quand même de se tourner vers notre annuaire quand on est CPI. Oui. Je voulais revenir sur un petit sujet, enfin pas un petit sujet, il n'y a que des grands sujets, mais on a vu qu'il y avait la médiation judiciaire. Donc forcément, les parties, quand elles rentrent en médiation judiciaire, ne sont pas vraiment dans le même état d'esprit qu'une médiation conventionnelle, parce qu'elles ont déjà décidé d'aller au judiciaire et de se faire un peu la guerre. On a peu parlé de la médiation de projet que je trouve, moi, passionnante, parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un conflit. On sait qu'on a des gens qui ne sont pas habitués à travailler ensemble, acteurs du public, acteurs du privé, très grands, très petits, des gens qui savent travailler en équipe, d'autres qui ne savent pas. Comment vois-tu, de ton point de vue personnel, justement, comment le conseil peut accompagner en médiation de projet des acteurs? En tant que conseil, tu Oui, veux en dire? tant que conseil ou que médiateur, quel serait le rôle différenciant du médiateur en médiation de projet d'une médiation conventionnelle ou judiciaire où il y aurait un conflit ou un problème de communication? Le point de vue n'est pas tout à fait le même, hein, puisque il n'y a pas de conflit à ce stade. Quand on est en médiation de projet, on travaille en fait ensemble à l'élaboration du projet. Donc le médiateur, il va avoir pour rôle toujours le même, hein, sur le fond, c'est-à-dire de faciliter la communication des parties, permettre aux parties d'identifier
les différentes difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer dans le processus collaboratif pour parer en fait à ces difficultés futures. Donc pour moi, le rôle du médiateur sur le fond, c'est un peu le même. On peut espérer qu'il y ait moins de tensions que lorsque le conflit est survenu. Donc ça peut, on est dans un échange vraiment, non pas que ce soit pas constructif en conflit, mais voilà, on est encore à un stade où on avance par principe ensemble, puisqu'on cherche à parvenir à l'aboutissement d'un projet commun. Donc le rôle de médiateur ne change pas vraiment, mais peut-être un climat de base plus apaisé. Nos amis avocats dans tout ça, quand on est en médiation, quel rôle ils ont, quelle posture ils ont Alors les avocats peuvent avoir le même rôle que le nôtre, c'est-à-dire le rôle de conseil. S'ils représentent, si on est dans une médiation judiciaire par exemple, ils représentent une partie, donc ils vont venir à la table de la médiation en tant que conseil de l'une des parties. Que ce conseil soit un CPI ou un avocat, ce qui est important, c'est que il ne soit pas contre-productif. Je pense l'avoir rapidement évoqué tout à l'heure. C'est important qu'ils connaissent le processus, et c'est aussi l'objet de ce petit webinaire. Ils connaissent le processus, ils connaissent les objectifs, et qu'ils laissent un petit peu la main aussi au médiateur pour que le travail se fasse. Si le conseil est perpétuellement dans le rejet du processus en lui-même, je ne parle même pas du fond, mais s'il y a perpétuellement une contradiction sur le principe même, c'est sûr que on va pas du tout avancer. Donc, il faut, en amont de la décision de rentrer en médiation, avoir conscience de ce qu'implique la médiation, de ses objectifs, de ses modalités, et s'engager pleinement aux côtés de son client. Si on considère que, pour diverses raisons, que la médiation n'est pas la bonne option pour le client, très bien, n'y allons pas à ce moment-là. Parce que y aller alors qu'on considère que c'est pas pertinent, voire c'est dommageable pour le client, c'est sûr qu'on court à l'échec. Donc une attitude, je dirais, plutôt positive. Une question qui vient juste d'arriver. Donc, oui, les conseillers en propriété industrielle peuvent participer à une médiation de projet, Bien soit sûr. en tant que médiateur, en accompagnant des acteurs différents qui n'ont pas l'habitude de travailler ou dont on pense qu'il pourrait y avoir des tensions. Donc, la médiation de projet, ça va être sur le long terme. On va s'entendre sur un accompagnement, par exemple, peut-être d'une demi-journée par semaine pendant les 4 premières semaines, et puis une fois par mois pour voilà, que les réunions se cadrent, qu'on vérifie que la communication est optimisée. Donc, oui, on est capable. Question intéressante et à laquelle je vais te laisser répondre. En termes de prix, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des grilles? Est-ce que quelque part, il y a Alors, quelque chose de commun à tout le monde? il n'y a pas vraiment des grilles, il n'y a pas vraiment de grille. Donc, on va travailler en médiation conventionnelle et en médiation de projet, on va travailler sur la base d'un taux horaire. Ce taux horaire, il est propre à chaque médiateur, exactement comme on fait dans nos cabinets en tant que CPI. Ils peuvent être prévus des forfaits, si je puis dire, exactement aussi comme on fait en matière en tant que CPI. Donc, ce forfait, il peut comprendre, par exemple, un entretien, l'entretien initial entre les parties, puis, admettons, je dis ça un peu au pif, c'est pour donner un exemple, trois sessions plénières. Voilà, on fait une enveloppe pour ça, on estime à peu près le temps qu'on va passer, pour toute l'organisation aussi qu'il y a derrière, puisque tout ça est toujours très très long, de coordonner les parties, etc., etc. Donc voilà, on fait une enveloppe budgétaire pour ce travail-là, mais il est tout à fait loisible à chacun de rester sur du taux horaire simple, si je puis dire. Quand on est en médiation judiciaire, en revanche, là, il y a une enveloppe qui est prévue par le juge. Donc généralement, cette enveloppe, elle n'est pas extrêmement épaisse, donc il faut faire avec. Bon, on se dit qu'on participe à une bonne administration de la justice, donc c'est déjà pas mal. Mais effectivement, il ne faut pas s'attendre à une rémunération très importante quand on est en médiation judiciaire. Elle est raisonnable, mais elle couvre pas le temps qu'on y passe, ça c'est certain.
des bêtises, mais chaque médiation judiciaire est unique, évidemment, c'est autour de 4 000 € pour une médiation, avec un délai de 3 mois pour essayer de trouver le début d'un commencement de réponse, voire reconductible 6 mois. Donc, effectivement, c'est pas un montant exorbitant, mais tant mieux pour les parties, j'ai envie de dire, pour Absolument. s'initier. Donc 4 000 €, c'est plutôt quand même la fourchette haute, hein. On est en train d'y accéder là tout doucement, mais Voilà, gentiment. Pour rebondir à ce qui était dit tout à l'heure sur justement des gens qui avaient une position plus dominante dans ce conflit, la médiation, enfin le montant qui est proposé par le médiateur dans le cadre de la médiation, est-ce qu'il doit nécessairement tout le temps être divisé par moitié? Comment ça se passe? Non, ça peut être décidé entre les parties, cette répartition. Donc, ça peut être 50-50, 40-60, 100-0. C'est vraiment à la discrétion des parties que de savoir qui va payer la médiation ou le médiateur. Donc, ça fait partie des échanges qu'il peut y avoir. Je crois qu'on arrive à la fin des questions posées. En tout cas, on a eu à cœur de vous présenter ça. Évidemment, on rappelle, peut-être qu'on ne vous l'avait pas assez dit, que c'est la semaine de la médiation du 9 au 15 octobre. C'est la 5e édition. Donc, vous allez peut-être rencontrer sur le chemin de cette semaine et tout au long de l'année d'autres webinaires qui vont parler de plus ou moins de la médiation toujours, mais de différents sujets sous différents angles. Est-ce que Marie, tu veux nous faire le mot de la fin? Si on devait retenir 3-4 choses de cette présentation d'aujourd'hui, 3-4 qu'est-ce que tu choses. nous dirais? Alors, Je la te prends au médiation, c'est dépourvu. super. Premier point. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il y a des vraies opportunités en fait par la médiation, des opportunités qui sont pas forcément offertes par un règlement judiciaire, notamment en termes du champ des possibles, en termes de solutions, et puis aussi peut-être rechercher des solutions apaisées. Bon, on est dans le monde de l'entreprise, hein, donc c'est sûr que on n'est pas censé être parfaitement serein, bien dans ses baskets, etc. Mais si en plus, à l'issue d'un litige, on l'est, je pense qu'on aura tous gagné quelque chose. Et je pense que si le garde des Sceaux, depuis maintenant 2 ans, avance et avance et avance dans la voie de la médiation, alors c'est peut-être pour des raisons purement pragmatiques, hein, liées à l'engorgement des tribunaux, au faible nombre de juges, enfin en tout cas la décorrélation du nombre de juges et du nombre d'affaires, c'est peut-être pour ces raisons-là, mais c'est peut-être aussi parce que la médiation fonctionne fort bien dans d'autres pays où elle est beaucoup plus utilisée que chez nous et que peut-être il a envie que nous nous en saisissions. Merci infiniment pour toutes ces explications très claires, très simples. Avec plaisir. Et la médiation est un processus qui n'est pas si simple que ça à traduire comme tu l'as fait. Donc, merci infiniment. Merci à vous, Merci à à tous, tous les de nous avoir écoutés participants, si nombreux. Franchement, si nombreux. Oui, on c'est est très agréable. heureux. Et bien sûr, les conseils se tiennent à votre disposition, formés ou pour d'autres questions sur ce que vous pourriez, voilà, ce que ça pourrait provoquer chez vous aujourd'hui, cette petite introduction. Donc, nous restons à votre disposition et nous allons œuvrer encore plus pour nous faire connaître et reconnaître dans ce mode de processus de résolution. On est pile à l'heure, c'est remarquable. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.